Il est certainement le meilleur joueur du monde en ce moment. Kylian Mbappé, exceptionnel hier soir avec Paris, comme quelques jours plus tôt avec les Bleus. Mbappé est magique sur le terrain et énigmatique sur son navire en dehors. De quoi entretenir le doute et l'espoir d'une prolongation à Paris. Plus de Mbappé en Ligue des Champions cette saison, mais de très belles affiches à venir sur Canal, avec dès demain Manchester City Atlético. L'occasion de découvrir un petit peu plus Jack Grealish, recrue phare des Citizens l'été dernier, à l'entame d'une semaine cruciale avec en point d'orgue dimanche le choc de l'année entre City et Liverpool. Troisième puissance d'Angleterre et champion d'Europe en titre, Chelsea affronte le Real Madrid mercredi. Duel au sommet entre deux grands clubs et deux grands gardiens. Edouard Mendy d'un côté, Thibaut Courtois de l'autre. Comparaison de leurs forces et de leurs faiblesses avec Christophe Lolichon, qui les connaît très bien. Et on commence, on vient de le vivre ensemble par la victoire, le carton de Crystal Palace face à Arsenal. 3-0, on revoit les buts. Oui, Crystal Palace qui a complètement dominé ce soir une équipe d'Arsenal qu'on n'a pas reconnue à l'extérieur, une équipe d'Arsenal qui est restée pourtant sur 5 succès consécutifs loin de ses bases et qui a tout de suite très rapidement encaissé l'ouverture du score signé Jean. Puis derrière on est en seconde période, Wilfried Zaha, le petit numéro là encore il n'est pas vraiment attaqué et il va être attaqué au pire moment, c'est-à-dire dans la surface. Fauché, penalty pour Crystal Palace. C'est quand même assez incroyable de voir 3 défenseurs et vous faites la faute alors que vous avez juste à encercler. Faute d'un milieu de terrain offensif, Martin Odegaard qui offre donc à Wilfried Zaha l'occasion d'inscrire son 10e but de la saison en Première Ligue. Plus large défaite d'Arsenal depuis novembre dernier à Liverpool. Et du coup, au classement, Eric, Arsenal manque l'occasion de reprendre la 4e place à Tottenham. On le regarde? On le regarde bien sûr ensemble avec Arsenal qui est donc à égalité de points avec Tottenham qui est derrière à la différence de but, même si Arsenal a toujours un match de moins que son ennemi londonien, toujours Manchester City en tête avec un seul petit point d'avance sur Liverpool avant le choc de dimanche. Chelsea 3e, West Ham et Manchester United sont aussi toujours à l'affût pour cette 4e place. Sale soirée pour Arsenal dans une course à la Ligue des Champions qui vous passionne, Geoffroy. Absolument, plus incertaine que jamais. Arsène Wenger disait que c'était toujours plus dur pour les clubs de Londres d'être champion parce qu'avec tous les derbys qu'il y a, évidemment, il y a beaucoup plus de rivalité. Et on l'a vu ce soir, et on l'a vu... Vous qui travaillez pour Chelsea, vous cautionnez ça ou pas? Alors c'est vrai que c'est un peu plus difficile parce qu'une ambiance de derby londonien est toujours un peu différente. Maintenant, quand on évolue à ce niveau-là en Première Ligue, on en fait abstraction. Ouais. Mais il y a 10 derbys dans la saison quand même. Ouais. Ce qui va être compliqué pour Arsenal, c'est le calendrier à venir. Et oui, alors même si les 2 prochains matchs paraissent à la portée des Gunners avec des matchs contre Southampton et Brighton, regardez ce qui va se passer à partir de la fin avril, 20 avril. À Chelsea, actuel 3e, le 23 contre Manchester United, actuel 7e, le 1er mai à West Ham, actuel 6e, et avec un match à fixer pour aller chercher une première participation à la Ligue des Champions depuis 5 ans, ça va être très compliqué. 3 derbys. Eh oui. Voilà, c'est QFD. On disait que ça allait mieux pour les Gunners, coup d'arrêt ce soir. Oui, coup d'arrêt, et c'est un peu plus profond. Alors, même si on va mettre des guillemets à tout ça, ça fait quand même 2 défaites sur les 3 derniers matchs pour l'équipe de Mikel Arteta. Après 6 matchs sans revers, ils allaient très bien depuis la mi-décembre. Ils avaient très bien commencé l'année 2022. Et là, c'est un petit peu plus dur en ce moment. Que s'est-il passé ce soir, Christophe? Je pense que la défaite est surtout due à la qualité de jeu et au pressing proposé par Crystal Palace. Les joueurs d'Arsenal ont semblé être surpris par l'agressivité et par la justesse technique. Comment on peut être surpris à ce niveau-là par l'agressivité de l'adversaire? Alors est-ce que l'apathie d'Arsenal pendant les 25-30 premières minutes était due essentiellement à ce qu'a proposé Crystal Palace, ou est-ce que Arsenal peut-être est dans une mauvaise série, comme on l'a dit, comme Guillaume l'a dit, de défaites en 3 matchs. Mais en tout cas, ce qu'a fait Crystal Palace, ça semblait travaillé, voulu. Et c'est vrai qu'ils ont étouffé Arsenal, qui se trouvait dans les moments de possession qui étaient très courts, ils n'avaient pas de solution. Le pressing était très très bien réalisé par Crystal Palace. Avec des espaces béants derrière. On a vu sur le but notamment beaucoup de largesse défensive de la part d'Arsenal. Moi je ne mettrais peut-être pas ça sur le compte du fait d'être surpris. Je pense que moi j'ai trouvé une équipe d'Arsenal beaucoup trop jeune, pas assez de malice dans ce qu'ils font, dans leur comportement. Et ça a permis aux attaquants de Crystal Palace de conclure certaines occasions. Il y a du progrès, mais c'est pas encore ça. Si l'année prochaine ils sont qualifiés pour la Champions League, je pense qu'il va falloir recruter. Ils sont pas encore. C'est vraiment trop jeune, quoi. Oui, non, ils sont pas encore. Ils sont un peu retombés dans leur travers de début de saison. Ils perdaient aussi beaucoup de matchs à l'extérieur. C'était beaucoup mieux ces derniers temps. Et là, on a retrouvé cette passivité, un petit peu cette naïveté, notamment défensivement. Et Crystal Palace, combienième match sans défaite? 5e match consécutif sans défaite. C'est même le 7e match consécutif sans défaite. Si on ajoute les autres compétitions, donc le 7e
toutes compétitions confondues. En première ligue, ça fait 3 victoires et 2 nuls. Il fait du très bon travail, Patrick Vieira, en ce moment, à la tête de cette équipe. Et le 4e match sans prendre de but, il faut quand même insister là-dessus, et une équipe qui va jouer les demi-finales de FA Cup dans 10 jours contre Chelsea. Vous qui habitez Londres et qui travaillez pour Chelsea, c'est quoi la place de Crystal Palace aujourd'hui dans l'univers de la Première Ligue? Alors c'est un club, c'est un nom qui clash, c'est un nom qui est très, je veux dire très iconique en Angleterre. C'est pas un club qui fait du bruit, c'est un club qui est bien géré. Il y a des joueurs qui sont là depuis un certain temps, ils savent se faire prêter des bons joueurs. Je pense à Gallagher qui vient de chez nous, à Guy qui vient de chez nous, qui était acheté aussi. Ils investissent souvent de façon judicieuse. Et voilà, c'est un club qui a, je trouve que c'est le portrait type du club de milieu de tableau qui parfois fait des exploits. C'est quoi la plus belle perf de Crystal Palace en Première Ligue jusqu'à présent? Enfin, en D1 anglaise, on va dire. Ouais. Dans l'élite, c'est 3e en 1991. Et avec, on peut ajouter 2 finales de FA Cup perdues, les 2 contre Manchester United. Enfin, 3 d'ailleurs, puisque la première en 90 avait vu un replay gagné par United. Ça va bien pour Patrick Vieira en tout cas. On jouait en Angleterre, on joue en Italie également ce soir, avec le nul de l'AC Milan, de Théo Hernandez, d'Olivier Giroud et de Mike Maignan face à Bologne. Là malheureusement messieurs, j'ai un petit peu moins de buts à vous montrer parce qu'il n'y en a pas eu du tout dans cette rencontre à San Siro. C'était un petit coup d'arrêt quand même pour le Milan après 3 victoires consécutives. Le Milan qui a quand même eu l'occasion, comme ici, Olivier Giroud, de remporter cette rencontre, mais le joli arrêt de Lukas Skorupski, le gardien de Bologne, pour contrarier l'attaquant français sur cette tête. Joli cet arrêt, Christophe. Oui, c'est un bel arrêt avec un gardien qui est parfaitement stable et donc qui est prêt à réagir à droite ou à gauche. Mais je pense qu'il attend la tête sur son côté gauche, c'est pour ça qu'il réagit vite. De tête, on en parle, regardez ça, c'est un peu moins joli. Le très gros choc entre la tête du géant Zlatan Ibrahimovic et la tête du petit Gary Medel, le défenseur chilien. 0-0, donc score final. Milan reprend la tête du classement, Eric, mais pour un tout petit point. Ouais, est-ce que je peux adresser une protestation officielle à l'équipementier de l'AC Milan? Ce maillot est une honte totale. Ce club qui C'est vrai qu'il est pas tellement élégant, ce rouge et noir de base qu'on admire. Regardez, non mais c'est une horreur complète. Je comprends. Mika, Franchement, Christophe, les vous êtes ultras- d'accord avec Non mais je Geoffroy? comprends les ultras qui protestent parfois. Le problème, ce qui serait intéressant de savoir, c'est l'acceptation de ceux qui ont eu des mouvements de rébellion, je sais pas. Est-ce que vous vous rebellez pour ça? Non, puis vous savez, c'est... Certains se rebellent. Les ultras du PSG, dans la fameuse lettre il y a un mois... Mais c'est vrai on que parlait- l'identité d'un club est tellement importante, l'histoire dont on parle, c'est La chose la important. plus importante, c'est est-ce que ce maillot se vend. Je suis désolé. J'espère qu'ils ne vendront pas. C'est pas certain, d'ailleurs. Voilà pour les résultats de la soirée. On parlera Ligue 2 nationale tout à l'heure. En France, la petite phrase dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est celle de Kylian Mbappé, affirmant qu'il pourrait rester au Paris Saint-Germain, qu'il y a de nouveaux éléments, de nouveaux paramètres. Alors, lesquels? Et peut-il vraiment rester? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que cette déclaration fait grand bruit. Reportage, Benjamin Falanga. Et 3 passes décisives dans le même match. Une première dans la carrière de Kylian Mbappé. Le natif de Bondy, homme de la soirée, après avoir mis le feu à la défense lorientaise, il a enflammé la planète foot concernant son avenir. Vous avez de quoi faire là. Oui, bien sûr. Alors que son futur semblait s'écrire loin de Paris, l'international français a une nouvelle fois pris tout le monde de vitesse. C'est lent. Non, pas besoin de blablater sur ça. C'est des nouveaux éléments, c'est pas mal de paramètres qu'il faut prendre en compte. Comme j'ai dit, c'est une décision pas facile et j'ai envie de prendre la meilleure possible. Si les médias madrilènes annonçaient un accord verbal entre la star tricolore et le Real Madrid, Kylian Mbappé ne se prive pas d'afficher son bonheur de jouer avec Neymar et Messi. En espagnol dans le texte. Son dos de los mejores del mundo. Hacemos situaciones de gran calidad, de clase mundial, somos bien y vamos a continuar eso en esta forma porque eso que queremos jugar, tenemos mucho placer de jugar juntos. De l'autre côté des Pyrénées, ces déclarations ont jeté un froid dans les débats de la célèbre émission télévisée El Chiringuito. Así no se negocia con el Real Madrid, que en el Real Madrid el club está por encima de cualquier jugador, por supuesto también por encima de Kylian Mbappé, claro. Joder, el madridismo tiene que estar asustado a día de hoy. Queda un paso atrás. Yo, por favor. Queda un paso atrás. Pour convaincre son joyau, le PSG semble prêt à tout,
Mbappé pourrait devenir le joueur le mieux payé au monde avec un salaire de 50 millions d'euros par an. Sa nomination au poste de capitaine a même été évoquée. Lui montre son implication. On est tous dans le même bateau et voilà, il n'y a pas à prendre à partie des joueurs, on a tous merdé. Ils ont sifflé, ils ont le droit et nous on fait notre travail sur le terrain. Le champion du monde n'a pas failli. Il est impliqué sur 30 buts en 30 matchs de Ligue 1 cette saison. Les supporters réclament sa prolongation. Lui qui a longtemps été dans l'ombre de Neymar apprécie cette reconnaissance qui pourrait le pousser à rester. Je suis très content d'avoir toute cette affection de la part des gens. Je suis voilà, comme un gosse. Voilà, je suis content. Tout un stade qui crie ton nom, c'est pas n'importe quel stade, c'est le Parc des Princes. Le Golden Boy 2017 est mettre dans la lumière et faire tomber les records. Deuxième meilleur buteur de l'histoire du club avec 160 buts. Il pourrait vouloir dépasser les 200 réalisations de Cavani et poursuivre son rêve de gagner la première Ligue des Champions de l'histoire du club. Vous croyez vraiment qu'il pourrait rester ou c'est une sorte de coup de com' où on est en train de gonfler, nous les médias, une petite phrase qui est passée comme ça en zone mixte? Mais tout est fait pour que l'incertitude demeure. Mais je pense que ce joueur, avec le statut qu'il a aujourd'hui, doit avoir un objectif majeur, c'est gagner la Ligue des Champions. S'il le fait, s'il reste au PSG, ça veut dire que le PSG doit être capable de lui faire des promesses quant à un effectif. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a de nouveaux éléments? Peut-être. Quels peuvent être ces nouveaux éléments? Est-ce que ça pourrait pas être aussi qu'il soit au centre du projet, justement, en dehors des recrues? Parce que les recrues, il les a eu ces derniers temps, donc est-ce que c'est pas ça qu'il attend? Au centre du projet, le capitanat, un recrutement, un salaire beaucoup plus important. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup de paramètres qui font que ça peut l'influencer à rester au Paris Saint-Germain. Moi, je veux dire franchement, mon avis, c'est que à un moment donné, je pensais qu'il allait rester. Et là, je suis un peu mitigé. Je me dis que Kylian Mbappé, ça fait déjà un moment qui s'oppose un peu à beaucoup de choses. Alors qu'avant, il était quand même un peu introverti, il se mêlait pas trop de ce qui se passait de la vie du club. Et alors je me dis, est-ce que le fait de se mêler de tout, est-ce que c'est pour s'impliquer vraiment dans le club et montrer comme quoi il a vraiment envie de rester, ou c'est parce qu'il se dit, voilà, moi j'ai signé au Real Madrid, je peux balancer maintenant, quoi. Je peux me mêler de tout ce qui se passe, parce qu'il se mêle de tout maintenant. Et Mbappé, dès qu'il y a un sujet au Paris Saint-Germain, un problème au Paris Saint-Germain, ou même en équipe de France, bon voilà, il est quand même plus libre au niveau de la parole. Alors, je sais plus, honnêtement, il m'a un peu déstabilisé, quoi. Cette petite phrase vous déstabilise également, Geoffroy? Ouais, moi, il me fascine, en fait, pour tout vous dire. Quand je l'entends parler, ça... En français ou en espagnol? Parce qu'il n'y a pas de problème pour lui. Même en anglais, je pense. Sa communication, c'est une machine de guerre. Elle est imparable. Tout est parfait, tout est huilé. J'ai le sentiment d'avoir un politicien en face de moi. Pour moi, c'est flatteur ou pas, ça? Oui, d'une certaine manière, je suis admiratif de ce qu'il est capable de faire, de maîtriser à 23 ans sur le terrain et en dehors du terrain. 23 ans, il faut le rappeler. Parce que moi, quand je le vois, je me dis, je pense à donc maître des horloges, parce que c'est lui qui décide du temps. Jupiter fait parler la foudre et en même temps je suis là, en même temps je suis là. C'est le portrait d'un homme de pouvoir. Donc vous pensez à Macron quand vous voyez Mbappé, c'est ça? Pour moi, c'est quelque part le Macron du sport. Et jeune, sûr de lui, avec un talent fou, sans opinion personnelle, hein, mais il faut être clairement admiratif de ce qu'il est. À tel point qu'on est à moins de 2 mois de la fin de saison et on ne sait toujours pas. Vous dites quoi en entendant la petite phrase là? Moi, je pense que, et si je parle de politique et tout ça, c'est une question de pouvoir. Mbappé, on a compris. Vous rejoignez Mika. Mika le dit, il veut le pouvoir surtout. Le pouvoir sportif, le pouvoir dans l'organisation, le pouvoir de décider s'il va ou non au rendez-vous des sponsors en équipe de France, à tel point que le président de la fédération l'appelle, et peut-être le pouvoir de modifier des choses dans l'organisation du PSG. Donc les nouveaux éléments, les nouveaux paramètres, ça pourrait être tout ça? Ça pourrait être... On avait dit qu'il souhaitait le départ de Leonardo, par exemple. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Et il pourrait faire venir un nouvel entraîneur? Peut-être dans son souhait, alors je parle au conditionnel évidemment, hein, mais si Zidane arrivait avec les pleins pouvoirs et une organisation simplifiée, ça pourrait évidemment le pousser à rester, à moins qu'il ait déjà signé. Je ne sais pas ça, je suis tout à fait modeste. Mais ce que je sais, c'est qu'il veut le pouvoir et il veut clairement savoir si tout en face de lui sera fait pour lui permettre d'accomplir son rêve qui est de gagner la Ligue des Champions. Je ne sais pas si on peut dire qu'il veut le pouvoir. Je pense que ce garçon a envie de s'éclater. Il a envie de s'éclater, c'est un joueur de foot, il est sur la pelouse. Alors maintenant, il y a
En effet, il y a tout un entourage qui doit lui transmettre les bonnes intentions, enfin les bonnes idées à formuler pour que autour ça réagisse. Mais de là à dire qu'il veut le pouvoir, je suis pas sûr. En tout cas, ça me trouble un petit peu, je ça. pense qu'il veut une organisation Ah oui, par contre, impeccable, où il soit au centre du projet ou pas d'ailleurs, mais qui lui permette d'accomplir ses objectifs. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui est certain, vous parlez de politicien, mais c'est qu'il maîtrise totalement sa communication. Est-ce que justement, le fait qu'on l'ait vu un petit peu partout, dans tous les matchs du Paris Saint-Germain, en handball, en Ligue des Champions féminine et tout, parce qu'il était partout ces derniers temps, est-ce que ça fait partie de sa communication? Oui, effectivement, c'est ce que disait Mika justement. Il disait il s'occupe un petit peu de tout. En plus de s'occuper de tout dans ses déclarations sur le terrain, etc. C'est vrai qu'on le voit partout, Kylian Mbappé ces derniers temps. Il était à Coubertin pour le match PSG Nantes en handball quelques jours seulement après l'élimination en Ligue des Champions. Il était la semaine dernière en Ligue des Champions féminine au Parc des Princes pour le PSG Bayern. Il montre en plus qu'il est impliqué aussi dans les autres équipes du club, même pas qu'en football et qu'en football féminin, donc avec le handball. C'est vrai qu'il se montre énormément en ce moment et peut-être que forcément même ça fait partie de sa communication. est-ce que Mbappé peut aller quelque part sans qu'on fasse des déductions systématiques sur le fait qu'il veuille se montrer? Le problème, c'est que c'est Mbappé. Donc dès qu'il est quelque part, Les voilà les images dont parlait Guillaume. Et Christophe, je précise que quand je dis ce que je dis sur sa communication, c'est pas une critique par rapport à lui. C'est un constat, je dois le dire, assez admiratif sur la bête qu'il est devenu à tous les niveaux. Après, je pense qu'il faut relever ce que... Excusez-moi, Eric. Je pense qu'il faut relever ce qu'a dit Christophe, c'est que il a des gens derrière lui qui l'incitent quand même à dire certaines choses et à faire certaines choses. Peut-être que de lui-même, il les aurait pas faites, ces choses-là. Et peut-être je pense, par exemple, les choses qui s'est passées et peut-être qu'avant il les a faites, on les a pas remarquées. En équipe de France, si on lui dit pas, il le fait pas. Et puis il y a tout ce qu'il a dit ces derniers temps, il y a toutes ces images, et puis il y a les chiffres également. Il vient de vivre une semaine complètement folle, dingue. Impliqué dans 9 des 10 buts de ses équipes sur la dernière semaine. Sur les 5 buts de l'équipe de France, sur les 5 buts du PSG, 4 buts, 5 passes décisives. Et vous savez que le seul but sur lequel il n'est pas impliqué directement, il est quand même à l'avant-dernière passe. Cette ouverture magnifique du gauche sur la tête de Pogba pour le but de Ben Yedder derrière. Donc même avec cette avant-dernière passe, on pourrait dire qu'il est impliqué sur tous les buts la semaine dernière. Et là, Christophe qui était en opposition avec Geoffroy sur le pouvoir. Non, mais au contraire, je reviens. C'est de la nuance. Ouais, mais il a envie de se faire plaisir là. On le sent, il est dans le plaisir. Ce que dit Christophe. Ouais. Vous le voyez sur ça, il a envie de se faire plaisir là, on le voit. Donc ça se voit qu'il est heureux d'être sur le terrain. C'est gagner la Ligue des Champions, c'est peut-être qui gagne. C'est pas revivre la saison que le PSG vient de vivre. Non. On est d'accord. On l'a posé la question. Parce que le PSG sans lui et avec lui, c'est pas du tout la même chose. Alors on le dit tout le temps. Et là, on a encore 2 chiffres incroyables. C'est pas exactement la même chose avec lui, avec Kylian Mbappé sur le terrain, c'est un but toutes les 39 minutes. Le PSG, sans Kylian Mbappé, ça c'est toute compétition confondue cette saison, un but toutes les 119 minutes, c'est un écart colossal. Et il faut compléter ça avec les stats avec ou sans Messi, qui sont là pour le coup en nette défaveur de Messi, et voir, et là on parle de pouvoir, mais de pouvoir sportif, de rayonnement, de voir qu'aujourd'hui, Neymar et Messi peuvent briller parfois un peu grâce à lui. C'est pour moi ça le truc extraordinaire de la saison. C'est qu'il a surclassé, les Anglais disent outshadowed, les 2 stars mondiales. Ok, mais tu prends ces 2 joueurs-là, et tu les prends il y a 4-5 ans en arrière, tu peux jouer avec tous les 2 devant sans aucun problème. Il y a 4-5 ans. Oui. Mais là, on parle ici et maintenant. Quand tu joues dans cette configuration-là, t'as plus personne qui peut courir et faire des appels de balles et demander à profondeur. Donc si t'as pas Mbappé, c'est sûr que c'est compliqué de marquer des buts. Est-ce que vous pensez que le PSG est prêt à tout pour le garder? Oui. C'est quoi ce tout? Évidemment. Ce tout, c'est mettre autour de lui des personnes qui vont lui permettre, mais des joueurs qui vont apporter encore un plus à ses performances à lui. Aujourd'hui, exister, comme l'a dit Michael, aujourd'hui exister sur le terrain du PSG offensivement, j'ai presque envie de vous dire que c'est pas super dur vu les gens qui sont autour de lui. Parce que la différence est telle, il y a un contraste. Lui, c'est une fusée, il est efficace, il fait des passes. Pas dire, on a l'impression qu'il n'y a plus un seul match aujourd'hui sans qu'il y ait problème avec l'arbitrage et sans que les dirigeants, les présidents, les directeurs sportifs, les entraîneurs s'en mêlent. C'est le cas du côté de Bordeaux, de Lens, de Clermont. D'Angers ce week-end, ça paraît incroyable. Eric, on peut dire sur la fin. une chose? Oui. Sur la fin de la saison, il y a des enjeux. Non, mais c'est des objectifs c'est comme à ça atteindre. depuis le début de saison, Mickaël. Ouais, mais là encore plus maintenant, c'est plus flagrant. Et les supporters se sont calmés. Par rapport au début de saison. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que en fait, les arbitres sont des prétextes. Les gens
les dirigeants, les gens du foot ne supportent plus d'être contestés, ne supportent pas qu'il y ait une autorité qui est, on va dire, un ordre des choses. Tout le monde veut mettre son avis, son grain de sel en permanence. Et je suis, moi, consterné par le comportement de certains. C'est un peu l'image de la société. Carrément. Ouais, mais on a vu un match anglais ce soir. Ouais. Et vous pouvez en regarder plein durant les week-ends de Première Ligue. Vous voyez pas ça? Et on parle de quoi donc? Et on parle de foot. On Mais- parle de foot. Mais on parle de la France, voilà. Et pourquoi ça? Parce que c'est la France, comme le dit Geoffroy? Il y a une éducation, il y a le respect des tâches. Je veux Mais ça pas- n'empêche pas qu'il y a des incidents parfois. Je veux pas défendre aussi les gens autour, mais je pense que des fois la communication avec les arbitres elle est compliquée quand même aussi. Bon, ça a chauffé, en tout cas autour de l'arbitrage. On en parlera avec Tony lundi prochain. Ça a chauffé également du côté de Lille, mais alors là pour d'autres raisons, pour une altercation entre Hatem Ben Arfa et son entraîneur Jocelyn Gourvenec, son coach donc après le 0-0 contre Bordeaux à 11 contre 10. Que lui a dit Ben Arfa? Voilà ce qu'aurait dit Hatem Ben Arfa à Jocelyn Gourvenec. Attention, c'est violent. On joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. Ce n'est pas Guingamp ici. Pour rappel quand même, Jocelyn Gourvenec, il avait emmené Guingamp en Ligue Europa en 2015-2016 après avoir gagné la Coupe de France. Mais bon, il a quand même joué la Coupe. Il y a maintenant un problème à Lille, qu'il y a un problème à Bordeaux. Paris. Enfin, voilà. Paris. Donc à partir de là, on peut quand même penser que il y a un souci dès lors qu'il joue quelque part. Voilà. Je pense que ça suffit pour expliquer. Et pourtant, ce joueur peut être un joueur génial. Ouais, mais bon, ça c'est. On parle tout le temps comme Voilà. ça. Non, mais Moi, il aurait ce que pu je veux être dire, c'est à quel moment le président de Lille pense à faire venir Ben Arfa et tu te retrouves à avoir un Ben Arfa. C'est vrai que sur le match aller, on a eu ce match nul, on méritait beaucoup plus. Mais l'équipe est en progrès. On a fait un match complet aujourd'hui. On a eu des moments un peu compliqués, notamment en deuxième mi-temps. Mais on a réussi à faire dos rond et à ne pas prendre de but. Et c'est vrai qu'on a réussi à marquer et ça a été une très belle performance. J'imagine que cela a une saveur particulière, le fait que ce soit Arsenal. Non, pas du tout. C'était important pour nous de gagner parce qu'on a envie d'aller un peu plus haut au niveau du tableau. Mais on savait que pour gagner le match, fallait faire un très bon match. Et on a réussi à faire un match complet. La cote de Patrick Vieira est en train de monter en Première Ligue? Progressivement, oui, parce que le club progresse depuis le début de saison. Donc l'entraîneur a forcément un rôle dans cette progression. Il est accompagné d'un staff intéressant. C'est encourageant. Après, vous savez, pour aller jusque dans un club, et non pas que Patrick Vieira n'en ait pas les compétences, je ne me permettrai pas d'en juger, mais de ce que je sais, ce qui est proposé à Crystal Palace est très très cohérent. On va reparler des clubs de Première Ligue qui sont en force, à commencer par Chelsea, en quart de finale de la Ligue des Champions. Au programme de cette semaine sur Canal. Ça commence dès demain avec Manchester City, Atlético de Madrid. Ça va être magnifique sur Canal Plus Sport, Benfica Liverpool dans le même temps. Et puis mercredi, Chelsea Real Madrid sur Canal Plus. Et dans le même temps, Villarreal Bayern Munich. Avec, vous voyez les dates également des matchs retour qui auront lieu les 12 et 13 avril prochains. Vos favoris, tiens, un tour de table, puisqu'on arrive en quart de finale. Sur les 4 là? Oui. Donc Sur les quarts de finale. Les demi-finales. Qui va aller au bout? L'équipe qui va gagner la Ligue des Champions? Non, vos 2-3 favoris. Liverpool, le Bayern, d'un côté, ça me paraît pas sûr, mais quasiment. Et de l'autre côté, je pense comme... Je vais dire un truc, l'Atlético va donner du fil à retordre à Man City, je pense. Christophe. Et Chelsea, sans doute. Il dit Chelsea pour vous, hein, peut-être. Hein. Non, je vais forcément, Un peu, oui. je vais forcément dire Chelsea, mais les trois clubs anglais plus le Bayern. Ouais. Mika? Bah, moi, je pense que ça se passe dans le bas, là où il y a Liverpool et Bayern qui vont se rencontrer en demi. Et Ce sera le vainqueur? Voilà, je pense. Guillaume? Liverpool-Chelsea, et je suis assez d'accord avec Geoffroy sur Atlético. À mon avis, ça va être un très gros match demain soir et pas facile du tout pour Manchester City. On va retrouver 2 fois City et Liverpool sur Canal cette semaine, donc en Ligue des Champions demain, et puis face à face en Première Ligue dimanche prochain à 17h30. C'est le nouveau Classico, Geoffroy? En tout cas, qu'est-ce qui fait un Classico? C'est les matchs que tout le monde regarde. C'est une référence dans le jeu, et c'est le cas entre le City de Guardiola et le Liverpool de Klopp. Habib Bey disait hier sur le plateau du Canal Football Club que c'était la plus belle opposition actuelle. Avec le Bayern. Et puis c'est aussi des équipes qui battent tous les records de points depuis 3-4 saisons en Première Ligue. Quand vous arrivez à faire des saisons à 98, 99, 100 points, et ben moi ça me rappelle les Barça et Real d'il y a 10 ans.
C'est pas une affiche nouvelle en même temps. Ah non, alors, ça pour l'anecdote, c'est un classique, mais assez ancien, parce que pour l'anecdote, en 1895-96, je dis bien en 1895-96, les deux équipes, Liverpool et City, jouaient le titre en D2 anglaise. Et figurez-vous que Liverpool avait été champion de D2 au goal average, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire le nombre de buts marqués divisé par le nombre de buts encaissés. Sur le papier, Guillaume, mais il sait tout. Il y était, c'était sur Canal. Sur le papier, ce sont les deux des plus belles équipes au monde. Sur le podium, les deux équipes sont sur le podium des meilleures attaques des 5 grands championnats et des meilleures défenses également des 5 grands championnats. Regardez pour les attaques en but par match cette saison, City 2e, Liverpool 3e derrière le Bayern. Et puis vous allez voir que pour la défense, c'est-à-dire pour les buts encaissés par match, c'est pareil, les deux équipes sont sur le podium. C'est même Liverpool qui est en tête avec moins de 0,7 buts encaissés par match. Chelsea qui introduit par là, Christophe, entre Liverpool et Manchester City. Il y a un tout petit écart avec Manchester City donc, et Séville. Petite anomalie presque de ce top 3, top 4. Quand on pense à Liverpool, on pense d'abord à quoi? À son attaque sans équivalent. Oui, on pense à sa profondeur d'effectif déjà, et la profondeur notamment en attaque où il y a vraiment 5 joueurs de très grande qualité avec Firmino, Mané, Salah, Jota et Luis, et son pressing très haut, Mika, le jeu direct et la verticalité de ses attaquants. Oui, c'est exceptionnel parce que c'est le gardien quand même qui dégage, mais qui trouve Salah dans la profondeur. Voilà, c'est une des forces de Liverpool. On voit à chaque fois la récupération, elle est très rapide, et tout de suite derrière, on s'attarde pas et on fait une passe qui casse les lignes. Ouais, c'est moins un jeu de possession, c'est plus dans la verticalité où on cherche directement les attaquants dans la profondeur. 7 attaquants aujourd'hui à Liverpool? 7, oui. Je vous ai cité les 5 principaux. On peut même ajouter Divock Origi et Minamino qui jouent beaucoup moins, mais ça tourne beaucoup entre les 5 que je vous ai cités. Et aujourd'hui, on a même du mal à donner les 3 titulaires à côté de Mané et Salah. Ça tourne entre Jota et Luis Diaz. Diogo Jota qui a marqué ce but d'ailleurs ce week-end face à Watford de la tête, alors qu'il n'est pas très grand. C'est un domaine dans lequel il est très bon. Donc en plus, ces attaquants-là sont très complets. Et quand on pense à City, on pense d'abord à quoi? Au collectif initié par Guardiola, forcément. C'est ça, là c'est un peu plus du jeu de possession, un peu comme une équipe de handball qui tourne autour de la surface adverse avec des redoublements de passes, qui use l'adversaire et qui finit par marquer 18 buts cette saison sur des actions d'au moins 10 passes. Et on l'a vu, Mika, ce week-end à Burnley, encore des buts qui viennent de longues positions de balle. Voilà, il fatigue l'adversaire jusqu'au déséquilibre. Voilà, il y a beaucoup de passes, on pense que ça sert pas à grand chose, que c'est de la position stérile, bien au contraire, on déstabilise, on passe d'un côté, d'un autre, pour trouver le côté opposé et la remise en retrait pour De Bruyne qui marque, c'est magnifique. Vous avez une tendance à reculer face à eux, qui vous amène à défendre dans votre surface de réparation, donc à libérer des espaces aux alentours de 16,50. Sur celui-là, Christophe, c'est pareil, on a vu 11 passes sur le précédent, là il y en aura juste une. Regardez, ils sont en position, les joueurs de Burnley. Et puis à un moment donné, ça va, ils sont en position, ils sont quasiment arrêtés. Voilà, on continue. Il n'y a aucun affolement à Manchester City. Et puis là, les espaces se libèrent. Et regardez, voilà. Les espaces se libèrent, il y a 3 défenseurs qui sont dans leur 5,50 et il y a un joueur de City qui est tout seul pour la reprise. Ils ont emmené dans un espace pour jouer dans un autre. Il faut reconnaître quand même que City, donc la 6e saison de Guardiola, arrive quand même à s'améliorer, à apporter des choses nouvelles chaque saison, parfois un peu plus de jeu direct. C'est vrai qu'il y a le jeu de possession, mais c'est pas stérile. Moi je trouve que c'est une équipe qui est toujours hyper créative et toujours aussi magnifique à voir jouer. Et il marque beaucoup alors qu'il joue sans numéro 9 en plus. Il n'y a pas de véritable numéro 9 dans cette équipe, puisque Gabriel Jesus est la plupart du temps sur le banc. Il y a un joueur, allez-y Christophe. Non, c'est d'autant plus difficile à défendre, parce que ça peut venir de partout. Bah oui. Même si on a critiqué parfois des choix de Pep Guardiola qui a joué une finale de la Ligue des Champions sans numéro 9, ils tentent des choses. Alors c'est facile de critiquer, mais de voir des entraîneurs qui tentent des trucs, même si ça peut paraître dingue. Même en finale de Ligue des Champions. Ça peut paraître dingue, et bien heureusement qu'ils sont là. Il y a un joueur qui tarde un petit peu à confirmer quand même, c'est Jack Grealish, acheté 117 millions d'euros l'été dernier. Pour l'instant, ce n'est pas ça. Nous l'avons rencontré. Interview proposée par Léa Dandois-Delegue. I always remember JT said to me, John Terry, he says, wait until you're standing up and you're hearing the Champions League anthem. And I thought, oh, really? But I didn't really think anything of it at the time when he said it. But then when I was standing there
yeah, no, it was unbelievable. And then to have the start that I did, you know, scoring and assisting in the same game on my Champions League debut was obviously was a dream for me. You know, the knockout stages of the Champions League is something that you dream of, you know. I think you just enter it like it's any other game. That's what I've done this season. You know, I've played in a lot of big games. You know, Chelsea home and away, Liverpool away, PSG away, Man United at home. I've played in all of these big games. So I think, you know, going into the quarter-finals will just be like any other of these games. I think that's how you have to go into it. It's obviously going to be a big occasion, something that I can't wait for. That's one thing that most of the lads here, you know, they've won everything numerous times as well. So I think that's the one that everyone wants this year. Obviously, you know, it's brilliant if we can go and win every competition that we're in. But I think that being one that we haven't won yet, I think that's what, you know, we have our eyes on. Everyone in the dressing room, apart from I think two of the lads, is international. So I think that just speaks for itself. You know how much talent and how much talent's in the dressing room. And that was another thing. You know, when I come here, it was different because at Villa and at Notts County, and even when obviously I go away with the national team, you have the same culture, you have the same nationality. Most of the lads are English. And here, you know, there's only four or five of us that are English. Oh, it was a massive decision. You know, I've been at Villa my whole life since I was 6. Obviously, growing up, you know, playing for like my boyhood club and captaining them, and then to leave, you know, it was obviously a difficult decision. You know, I've said it plenty of times, but it was something that I felt like was right at the time. It's been a lot more difficult than I thought it would be, in terms of everything, you know, in terms of on the pitch, off the pitch, you know, moving to, I knew that it was going to be me stepping out of my comfort zone. You know, I've had my injuries this season, you know, but I think that's part and parcel of football. You know, it's about how you overcome them. You know, I don't think it's any secret to anyone that I'd love to have, you know, scored more and assisted more this season. I feel like I've been playing well, even when I haven't been scoring and assisting. And you know, we're in a good place at the moment. We're top of the league. We're in the quarter-finals of the FA Cup, and obviously the same with the Champions League as well. So I think as a team and myself, you know, we're in a good place at the moment. C'est une nouvelle ville, j'ai été blessé, mais c'est vrai qu'on attendait plus quand même d'un joueur acheté 117 millions d'euros l'été dernier. Oui, mais... Non, vas-y, Mika. Bon, non, c'est parce que bon, on attend bien sûr qu'on attend plus de joueurs pour cette somme-là, mais après c'est toujours compliqué. Où il disait qu'il était à Aston Villa, il était dans le confort là-bas. Il arrive dans une équipe où il y a que des stars à City. Donc c'est plus compliqué de s'imposer, il faut du temps, il faut un temps d'adaptation. Vous changez de coéquipier, vous changez de ville, vous changez de club. Vous avez un montant de transfert qui est énorme sur les épaules, il faut prouver. C'est pas évident. S'adapter au système Guardiola. Exactement aussi, bien sûr, il y a ça. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font qu'il a eu un temps d'adaptation. Après, voilà, il a signé quand même quelques années à City, donc je pense qu'il a le temps de s'imposer comme un leader. Vous le croyez aussi? Ouais, mais déjà il a eu une évolution qui était très intéressante lorsqu'il a pris le capitanat à Aston Villa. Il est devenu un joueur beaucoup plus responsable parce qu'on connaît aussi un petit peu les frasques de Grealish en Angleterre. C'était parfois assez étonnant. Il a pris des responsabilités. Moi je me souviens l'avoir vu jouer un match de Coupe de la Ligue contre un club de Ligue 1. Il a été patron à l'extérieur. Il a été patron durant le match 90 minutes. Impressionnant. Il jouait contre une Ligue 1. Et donc il avait cette valeur d'exemple, il a pris cette valeur d'exemple qu'il n'avait pas forcément auparavant. Il arrive là, comme vous l'avez dit, comprendre les principes que veut développer Pep Guardiola, c'est pas évident. Ça me rappelle des choses que j'ai vécues à Nantes avec d'autres joueurs. Vous devez vous adapter, la pression est importante, parce qu'il y a un achat qui a fait un petit peu la une des journaux. Donc il faut laisser du temps. Vous avez beau avoir du talent à un moment donné, vous n'en restez pas moins un être humain. Alors les conditions d'aménagement, je m'en fais pas pour ça sur la ville de Manchester, mais il y a plein de choses à gérer et c'est dans la tête. Et ce joueur
est pétri de talent et s'il peut s'exprimer pleinement, si Guardiola, qui en général permet au talent de s'exprimer, s'il y arrive, ça peut être en effet un joli deal sur les années qui viennent. C'est quoi ces stats cette saison? 30 matchs, dont 26 titularisations, 4 buts, 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Ça fait peu, il l'a dit dans l'interview, il veut être plus décisif. Il l'a plus été en Première Ligue depuis décembre. Ça fait 3 mois qu'il n'a plus été décisif en Première Ligue, Jack Grealish. Comment vous l'appelez, vous, Geoffroy? Ah bah dites-le. Le Spice Boy. Le nouveau Spice Boy. Il est dur. Non, mais dur, là. je suis dur, c'est une taquinerie, c'est un truc de conférence. C'est vrai que c'était tentant de dire ça parce que il a le côté un peu nouveau Beckham, il avait un moment le numéro 7 en équipe d'Angleterre et qu'il va signer un contrat avec une marque de luxe pour porter des fringues à donc plus d'1 million d'euros la saison. Et que maintenant il faut prouver sportivement. Voilà. Moi je reconnais mes camarades et je trouve très honnête d'ailleurs dans l'interview. Quand vous passez de l'Aston Villa de Dean Smith, avec tout le respect qu'on doit à Dean Smith, mais qui est un entraîneur un peu plus monolithique, un peu plus traditionnel on va dire, au City de Guardiola qui a le jeu le plus élaboré du monde, forcément il faut une adaptation. Le poids du transfert, regardez João Félix à l'Atlético, il a mis 3 ans pour assumer le poids de son transfert. Et ben Grealish, c'est pareil. Mais je pense qu'il va lui falloir une grosse marge de progression, un gros travail pour comprendre tactiquement le foot tel que le parle son entraîneur. City Atlético de Madrid demain soir 21h sur Canal. Après-demain, ce sera au tour de votre équipe, Christophe. Chelsea de recevoir le Real Madrid à 21h toujours sur Canal. Que vous est-il arrivé ce week-end avec cette défaite à domicile face à Brentford 4-1? Que s'est-il passé? On peut supposer que ça arrive dans une saison. J'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Il y a un 5-1 contre Lille un 14 avril. Et je poursuis. Sa pire défaite avec Dortmund, c'était un 4-1 contre le Bayern un 8 avril. Et avec Mayence, sa pire défaite, c'était un 4-1 contre Stuttgart un 7 avril. C'est pour ça qu'on l'aime, Geoffroy Garretier. Ah ouais. Mais c'est vraiment pour vous que j'ai cherché tout ça. Bon. Christophe, le match entre Chelsea et Real Madrid, évidemment, c'est le match également entre Thibaut Courtois d'un côté, Real Madrid et Edouard Mendy de l'autre. Ce sont deux joueurs que vous êtes allés chercher pour les amener à Chelsea. Ils sont aussi forts l'un que l'autre. Ce sont deux monstres à leur poste, avec certaines caractéristiques très très similaires et aussi des différences. Mais ça fait partie du top 5, ce sont des gardiens qui font partie du top 5 mondial. Et les différences, on peut les voir parce que je sais que vous avez sorti des images avec Pierre Martin. On commence par qui? Par Courtois ou par Mendy? Je crois que c'est Thibaut. On va regarder quelques images de Thibaut et notamment ce duel face à Mbappé où il est parfaitement stable, où il est haut dans la situation. Là après il y a une situation, la gestion de la profondeur il n'y peut rien et face à Mbappé il ferme l'angle, il protège très très bien son premier poteau, il laisse un petit peu d'espace où Neymar peut s'engouffrer mais il y a un défenseur qui vient couvrir et là vous allez observer l'enlèvement de sa jambe gauche. Donc il fait un effacement. Il y en a qui disent que les grands gardiens sont formatés. Écoutez, là, il fait un geste technique qui est parfait. Vous voulez parler de Fabien Barthez et on va en parler tout à l'heure. Non, je parle de personne. Je vais me contenter de parler de ceux qui sont devant l'écran. Et là encore, une intervention où il est un peu sacrifié par son défenseur. Il arrive à... Alors je saute directement sur l'autre situation. Là, regardez, il y a une zone où Mbappé va s'engouffrer. Et là, je pense qu'il doit faire preuve d'un petit peu plus d'anticipation parce que les trois croix rouges montraient les joueurs qui ne pouvaient pas être touchés. Le fameux but de Mbappé sur une passe lumineuse de Neymar. Ce sont des situations qui, pour nous, dans cette vision de l'action, sont faciles à gérer, un peu plus difficiles pour le gardien. Mais on a vu Mbappé marquer un même but contre Lorient ce week-end avec sur le côté droit du gardien. Donc peut-être que ça peut être géré différemment. Là, c'est génial ce qu'il fait Thibaut parce qu'il arrive à mettre la pression sur l'adversaire qui s'en trouve dérouté dans la décision à prendre. Après, dans le jeu au pied, beaucoup disent qu'il a un jeu au pied très moyen. C'est totalement faux. Thibaut, s'il le souhaite, a un excellent jeu au pied. Là, on le voit jouer long alors qu'il avait deux solutions courtes. Mais il fait un choix qu'aurait pu porter parce qu'il y avait une possibilité de contre-attaque. Et là, regardez, vous voyez, on lui donne un ballon qui rebondit. Sa première touche est très très bonne. Il veut jouer naturellement vers le joueur, mais Mendy ne bouge pas. Donc on ne peut pas accuser là-dessus Thibaut de ne pas être beau au pied. Hein. Là, ici, pied droit, pas de problème. Il cherche Benzema qui fait un super appel. Malheureusement, ça n'enchaîne pas. Mais on a vu que la pression, il l'a gérée totalement pour aller sur son pied droit qui n'est pas le meilleur. Donc ça, ce sont les points faibles et points forts de Thibaut Courtois. Oui. Et concernant Edouard Mendy?
Alors Edouard, c'est un gardien qui est extrêmement proactif. Regardez dans le domaine aérien notamment, on voit la zone, on voit les possibles cibles de celui qui va tirer, et on va voir normalement la zone que va devoir gérer Edouard. Il va privilégier le premier poteau et la zone du milieu, et il va dans la zone du milieu. Il a anticipé, il a pensé ça, et après, bon, le ballon délivré lui a permis d'agir de la sorte. Grosse présence. Là, c'est génial, cette action-là est géniale, et là, le ralenti va être extrêmement explicite. Regardez, il aurait pu se déplacer. Le gardien fait partie des temps de possession de l'équipe quand on veut repartir bas. On va le voir encore ici. Voilà, il observe, il a pris les informations, il les a prises. Et là, il y a cette petite fan de corps qui déstabilise l'adversaire et qui lui permet après de jouer dans l'axe. C'est con quand même. Non, c'est simplement aussi de la qualité de la prise d'information. Regardez cette passe. Le joueur adverse ne se doutait pas de cette passe. Et puis ça va finir par un arrêt contre Aston Villa. On le verra, je pense, sur une deuxième image. Un effacement, comme l'a fait Thibaut tout à l'heure. Regardez sa jambe droite. Toc. 1m97, ça va à 2000 à l'heure au sol. Vous les aimez tous les deux. Et ça comprend le jeu surtout. Et le sang-froid dans oui, parce que ce sont des garçons qui essayent d'avoir le meilleur placement possible et qui ont tous les moyens techniques pour réagir. Et en plus, avec leur envergure, ça leur permet de couvrir plus d'espace. Vous aimez les gardiens d'aujourd'hui, vous êtes le patron des gardiens de Chelsea. Et vous n'avez pas vraiment compris l'interview de Fabien Barthez donnée à l'équipe. Qui dit quoi exactement? Alors Fabien Barthez dit tout d'abord que tous les gardiens se ressemblent. Selon lui, ils jouent tous de la même façon. C'est devenu complètement stéréotypé. Aujourd'hui, un gardien doit faire 1m92, prendre de la place dans le but et être bon avec les pieds. Vous avez beaucoup trop de gardiens défensifs qui subissent le jeu et attendent que le ballon vienne à eux. Ces propos vous énervent un peu? Non, c'est non parce que tous les propos se respectent. Moi, je souhaite qu'une chose, c'est pouvoir échanger. Et là, vous n'êtes pas d'accord? Alors, je ne suis pas d'accord parce que je n'ai pas la même vision des choses. Mais ça ne veut pas dire que ce que dit Fabien Barthez est totalement erroné. Et pourquoi vous n'avez pas la même vision des choses? Parce que je pense qu'aujourd'hui, les grands gardiens que l'on sous-estimait avant parce qu'ils étaient lents, etc., pas bons avec les pieds, c'est faux. Il y a du grand, très bon avec les pieds, capable de comprendre le jeu. Et là, on vient d'analyser deux gardiens qui sont dans le top 5. Ils ne sont pas dans le top 5 que parce qu'ils font 1m97 ou 1m99, parce qu'ils sont aussi dans l'anticipation. Ce sont des gardiens proactifs. Edouard Mendy, c'est le 11e joueur de l'équipe. C'est pas 10 plus 1. Donc ce sont des joueurs qui prennent de la place. Donc dire que tous les gardiens jouent de la même manière, quand on regarde beaucoup de matchs, je pense pas qu'on vérifie ça à chaque fois. Alors c'est vrai qu'on voit une évolution des techniques qui n'était peut-être pas travaillée à l'époque où jouait Fabien Barthez. Qui mesurait combien? 1m80. 1m80. Ouais, je 1m80. Mais par contre, Fabien Barthez était l'un des premiers gardiens à jouer au pied. À jouer au pied et avoir cet état d'esprit de joueur. Fabien, moi je me rappelle quand j'étais à Monaco avec lui, il jouait dans le champ. Il jouait avec nous sur le terrain. Mais il préférait. Donc il adorait jouer avec nous, donc il avait un jeu au pied qui était vraiment clair. bon. Un jeu au pied de rugbyman quasiment d'ailleurs. Ouais. Après moi, sur ce qu'il dit, bon, il y a des choses que je suis pas vraiment autant connaisseur que Christophe sur le poste de gardien de but. Mais je trouve que maintenant on arrive à avoir que des gardiens qui doivent jouer au pied, qui doivent être quand même bons au pied pour pouvoir s'exprimer. Je ne sais pas si on privilégie pas plus le jeu au pied que le jeu de main. Maintenant, je vois, parce que le football va plus vite, peut-être les ballons aussi, on bloque plus un ballon, on dégage tout maintenant. Il y a même plus, et des fois ça fait des situations de but aussi. Et par contre, où je rejoins Fabien, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gardiens qui arrivent à s'exprimer dans les airs. Ouais, je trouve qu'il y a très peu de gardiens qui sortent de leur surface pour aller chercher le ballon dans les airs. Voilà. Moi, après, le reste, je ne suis pas un spécialiste du poste, mais c'est ce que je constate par rapport à mon époque, en 1944. Arrêtez. Il y a juste une chose. C'est vrai que je suis d'accord avec toutes les évolue, bien sûr qu'il évolue. Se respectent. Heureusement d'ailleurs. Et qu'on n'est plus en 98 pour parodier une certaine pub. Mais ce qui m'ennuie, c'est quand il dit qu'en gros, après Neuer, il n'y a plus rien. Non, pas possible.
On a montré la palette avec Mendy, Alisson, Ederson, prouvent qu'il y a des très grands gardiens qui savent jouer loin de leur surface, qui sont le 11e joueur et plus que ça, et qui sont moteurs dans l'élaboration du jeu de leur équipe. On va voir une image qu'on a vue dans la palette quand même, mais c'est qu'à un moment donné, Barthez dit qu'un bon gardien, c'est un gardien qui coupe l'action avant qu'elle n'arrive devant sa cage, et que Courtois ne doit jamais prendre le but de Mbappé à Madrid, qu'il doit l'intervenir avant. Vous êtes d'accord? Alors c'est très facile de le dire une fois que l'action s'est passée. Courtois, quand l'action se passe, Courtois, il a une vision en profondeur de la chose. Pour nous, c'est très facile de dire, finalement, Thibaut aurait pu. Ce qu'on peut reprocher à Thibaut sur cette action-là, c'est qu'il n'a pas senti au début de l'action, quand Neymar va enclencher la passe en profondeur, Thibaut est assez central et peut-être pas suffisamment haut pour aller contrer cette balle. Ça demande un effort de concentration. Il ne l'a pas fait à ce moment-là. Bon, après, il y a la suite qui fait qu'il y avait une autre façon de gérer la situation. Mais on voit des gardiens qui sortent. Moi, j'ai vu Thibaut à Chelsea, mais complètement démoraliser l'adversaire par la place qu'il prenait et aussi par le positionnement qu'il avait. Là, Christophe, tu ne penses pas que cette action-là, s'il est peut-être un peu plus avancé, il va boucher un peu plus l'angle, il prend pas. Alors sur la frappe, sur la frappe, je pense qu'il est vraiment trop proche de sa ligne, oui, mais je pense que Fabien Barthez, dans ce qu'il dit, parle de l'interception sur la passe en profondeur. Bon, après. Alors ça, je vous dis, assis dans son canapé, c'est toujours facile à dire. Mais j'ai vu aussi Thibaut gérer. Regardez le ballon. Le ballon, sur cet angle-là, le ballon, il est très très bien donné. C'est une balle magnifique de Neymar. Mais je pense que, en effet, il y avait un moyen d'anticiper un peu plus l'action. Mais ce n'est pas facile. On en reparlera. Avec grand plaisir. Et peut-être avec Fabien Barthez. Avec grand plaisir, mais au contraire, c'est un échange. Bien sûr. C'est pas une guerre. On déborde un petit peu, on a encore quelques images à vous montrer parce qu'on a commencé avec des buts et on va finir avec des buts. Et c'est vrai qu'en Ligue 2 ce soir, l'AC Ajaccio a réalisé une très belle affaire en l'emportant à Nancy 2-0. Deuxième victoire consécutive pour les Ajacciens qui se sont donc, vous l'avez dit, Eric, imposés 2-0. Et pourtant, la plus grosse occasion d'abord a été pour Nancy. Nancy plus que jamais proche du national, ce qui n'est jamais arrivé dans son histoire. En national, justement, Laval plus que jamais proche de la D2. C'est ça, Nancy va probablement descendre et Laval va probablement monter après cette nouvelle victoire. Laval se rapproche de plus en plus de la deuxième division avec victoire 3-0. Il est magnifique ce contrôle, Mika. L'action également. L'ancien club de Mika à Laval. C'est ça. C'est pour ça qu'on fait ça, parce qu'il est là. Sébastien Da Silva qui marque, qui ouvre le score à la suite de cette magnification. Vous avez vu que Sedan également était en infériorité numérique et les Mayennais vont en profiter. Yapo Nshobi inscrit son 6e but de la saison. Et puis Jimmy Roy va inscrire le 3e pour Laval. 3e victoire consécutive pour le leader de National qui se rapproche donc de plus en plus de la Ligue 2. On se quitte avec le Late Express. Et une entrée en matière tonitruante de Primož Roglic sur le Tour du Pays Basque. En patron, le Slovène s'est imposé sur le contre-la-montre inaugural. Chrono impressionnant, 9 minutes 48 pour boucler les 7,5 km au Tour d'Ondarribia. Remco Evenepoel finit 2e. Le Français Rémi Cavagna complète le podium. Julien Alaphilippe, lui, termine à 44 secondes à cause de soucis mécaniques. Pas de vélo à Charleston, mais une roue de vélo infligée par Alizé Cornet à l'américaine Alicia Parks. 6-0 dans le premier set, 7-5 dans le second, après avoir pourtant été menée 5-1. La Française s'impose assez facilement, succès soulageant pour elle après 4 éliminations d'entrée lors des 4 derniers tournois. Et puis en NBA, les Lakers s'éloignent de plus en plus et presque définitivement des playoffs. 47e défaite cette saison face à Denver malgré 28 points d'Anthony Davis. En face, nouvelle perf monstrueuse de Nikola Jokic. 38 points, 18 rebonds pour le MVP en titre. Score final 129-118. Sauf miracle, la saison des Lakers se terminera au terme des 4 derniers matchs de saison régulière. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Pas de late ni demain ni après-demain parce que c'est Ligue des Champions. Nous nous retrouverons en fin de semaine avec toute l'équipe technique réunie ce soir autour de Fabien Perroche, le réalisateur, et autour à l'édition de Jérôme Martin, le rédacteur en chef, accompagné ce soir de Manu Delaval, de Lisa Peretti, de Pierre Martin, de Valentin Bernard, de Dimitri Ferrero, de Pierre Lafitte et de Cédric Granel, notre statisticien. Passez une très belle nuit. On vous dit à demain pour la Ligue des Champions.